Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un effroyable crime. Le 11 août 2014, Laurent Baca, père de 4 enfants, est porté disparu. Sa famille met alors toute son énergie à tenter de le retrouver. Mais les enquêteurs s'interrogent. Et s'il avait été tué ? C'est une odeur insoutenable dans la maison qui va révéler l'effroyable vérité. Avec moi, vous entendrez les voix de Jennifer et Grégory Baca, le frère et la sœur de la victime, des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Un jour d'été dans la banlieue de Toulouse. Cette femme semble faire des travaux dans sa maison. Mais en réalité, ce qu'elle s'apprête à faire ce jour-là est inimaginable. Elle va couler dans du ciment un corps humain. Incompréhensible. On se dit humainement comment c'est possible. Derrière la porte de ce petit pavillon s'est déroulé un huis clos dramatique. Voici l'histoire incroyable d'une mère de famille qui va trahir et mentir à ses proches pendant plus de 3 mois pour protéger un terrible secret. Ce qu'on appelle être trompé dans la totalité, en fait. Vous ouvrez les bras et vous crachez dessus. Elle a un peu roulé tout le monde, quoi. Et le pire du pire, c'est ses enfants, quoi. Elle a bien joué son jeu. On a pensé à tout, mais à ce point-là, non. Saint-Simon, au sud de Toulouse. Tout commence le jeudi 7 août 2014. Jennifer et Grégory Baca sont très inquiets. Voilà 2 jours qu'ils n'arrivent pas à joindre leur frère aîné, Laurent. Ouais, on a su qu'il y avait un problème parce que c'était quelqu'un, s'il ne répondait pas au téléphone quand vous l'appeliez, dans l'heure ou dans la matinée ou dans la journée, il vous recontactait. Alors que les frères et sœurs tentent une nouvelle fois d'appeler Laurent, c'est Edith Scaravetti, sa compagne, qui va décrocher. Et ce que la belle-sœur raconte à Jennifer et Grégory est pour le moins surprenant. Il nous a dit que ça faisait 2 jours qu'il n'était pas rentré. Il était parti, sans rien dire à personne. Il a disparu sans laisser de mots ou d'explications. Étrange. La dernière fois qu'Edith Scaravetti a vu son compagnon, c'était la veille, le mercredi matin, avant d'emmener leurs 3 enfants au centre aéré. Au petit matin, lorsqu'elle avait préparé les enfants pour aller au centre aéré, il était sous une couverture sur le canapé. Elle avait même d'ailleurs demandé à ses enfants de ne pas faire trop de bruit pour ne pas réveiller papa. Quand elle est rentrée du centre de loisirs, d'amener les enfants, il n'y était plus. Laurent Baca s'est comme volatilisé. Mais dans un premier temps, à l'autre bout du fil, Edith se veut rassurante. Car Laurent est parti sans son téléphone portable et sans sa voiture. Pour elle, son compagnon ne devrait plus tarder à rentrer. Elle pense vraiment qu'il est parti pour la journée, puis pour la nuit, puis pour le lendemain. Elle répétait toujours les mêmes choses, qu'il fallait pas qu'on s'inquiète, qu'il allait revenir, qu'il n'avait pas pu partir comme ça, sans rien. Mais ce départ précipité laisse tout de même Jennifer et Grégory perplexes. Difficile pour eux d'imaginer que leur frère Laurent ait pu partir soudainement et de surcroît, sans les prévenir. On se demandait partir sans voiture, sans portable, sans clé. C'était pas logique, quoi. Connaissant mon frère, l'amour qu'il avait pour ses parents et ses enfants, je savais très bien qu'il ne serait pas parti comme ça, sans rien dire à personne. Pas comme ça, sans donner de nouvelles. Donc c'est pour ça, pour nous, on ne comprenait pas. Laurent Baca a 36 ans et a priori
il a tout pour être heureux. D'abord, une jolie femme, Edith, de 10 ans, sa cadette. Ils se sont rencontrés lors d'une soirée. Laurent était copain avec le frère de Edith. Puis, chemin faisant, ils se sont revus. Je pense qu'il pouvait pas en aimer une autre, c'était sa femme, et voilà quoi. Ensemble, ils auront 3 enfants. Quelques mois après leur rencontre, le couple emménage dans ce pavillon de la banlieue toulousaine. On est sur une petite classe moyenne, pas plus que ça, avec la petite maison pavillonnaire, la petite vie où on se débrouille financièrement, il n'y a pas de gros problèmes financiers. Edith est auxiliaire de vie et Laurent enchaîne les missions d'intérim. Laurent, c'était un touche-à-tout. Il a fait autant de l'imprimerie que du service dans les restaurants, du bâtiment, montage de cuisine, livreur. Donc voilà. Et depuis peu, le jeune homme envisageait même de se reconvertir dans l'aéronautique. Un nouveau projet qu'il n'aurait raté pour rien au monde. Il devait commencer une formation pour Airbus fin août. C'est cette formation qu'il attendait tant. Une petite vie a priori ordinaire, avec des projets plein la tête. Alors, tout le monde se demande pourquoi Laurent Baca aurait disparu volontairement. À 36 ans, père de 3 enfants, il allait débuter une nouvelle formation. On ne comprenait pas. C'est pas possible, quoi. Pourquoi ? Tout ça ne colle pas, si vous voulez. Tout ça dysfonctionne. En fait, entre sa vie, ce qu'il avait projeté de faire et sa disparition, ça va pas. Dans la famille Baca, l'inquiétude grandit. 5 jours après la disparition de Laurent, c'est Edith, sa compagne, qui va finalement pousser la porte du commissariat du quartier du Mirail. Lundi matin, on avait dit à Edith que s'il n'y avait pas une nouvelle, qu'elle aille porter plainte pour disparition au commissariat. Ce qu'elle a fait. Où est Laurent Baca ? Aussitôt, les policiers toulousains vont contacter les hôpitaux, les morgues et les commissariats pour vérifier si l'homme qu'ils recherchent ne s'y trouve pas. Sans résultat. Et les policiers vont également faire une enquête de voisinage assez approfondie pour voir s'ils peuvent recueillir un quelconque témoignage de quelqu'un qui aurait vu Laurent Baca. Rien de toutes ces démarches ne permet effectivement de retrouver la trace de Laurent Baca. Pour l'instant, la famille Baca espère toujours retrouver Laurent. Alors, ils vont remuer ciel et terre pour cela. Avec ma famille, nous avons pris la décision de faire nous aussi des recherches de notre côté. On l'a cherché. On a fait du porte-à-porte sur l'avenue où ils habitent. On a placardé des affichettes. Nous avons commencé à faire le tour des amis de Laurent, donc à appeler tout le monde. Elle m'appelle, elle me dit oui, il a disparu, tu l'as pas vu, tout ça. J'ai pas vu du tout. Nous avons lancé un avis de recherche sur Facebook. La famille va se démener dans tous les sens. Tout nous passe par la tête. Mais rien n'y fait. Cela fait maintenant 1 mois que Laurent Baca a disparu et l'homme n'a toujours pas donné signe de vie. Jennifer et Grégory en sont maintenant persuadés. Il est arrivé quelque chose de grave à leur frère. On s'était dit qu'il n'aurait jamais raté la rentrée de ses enfants. Et il n'y était pas. S'il loupe ça, c'est que... ou il est plus de ce monde, ou alors il a peur de revenir parce qu'il sait qu'il nous a fait du mal. J'ai pris l'initiative d'aller voir une voyante avec ma compagne. Et on est arrivé avec une photo banale. Et cette voyante nous a annoncé qu'il était décédé. J'ai dit à ma mère, écoute, ton fils, on ne le reverra plus. On finit par se convaincre qu'on a peut-être affaire à une disparition macabre. Alors, si Laurent n'est pas parti volontairement,
Qui aurait pu vouloir le faire disparaître ? Jennifer et Grégory pensent avoir un début de réponse. Commissariat de police du Mirail, le 7 octobre 2014. Jennifer et Grégory Baca demandent à parler aux enquêteurs, car ils ont des révélations à faire. Pour eux, Edith, la compagne de Laurent, ne serait pas étrangère à la disparition de leur frère. Je leur ai dit que j'avais des doutes et ils m'ont dit que je ne pouvais pas accuser à tort. Mais je disais, j'accuse pas à tort. Après tout, c'était la dernière personne à l'avoir vue. En effet, le frère et la sœur de Laurent racontent que depuis 2 mois, le comportement de leur belle-sœur les intrigue beaucoup. Elle passait moins, elle restait moins longtemps, mais elle amenait les enfants. Elle restait sur la réserve, en fait, sur la défensive. C'est vrai que moi, ayant que 3 frères et pas de sœurs, on faisait pas mal de choses ensemble. Et puis plus le temps est passé et moins elle appelait. Edith, depuis la disparition de Laurent Baca, a pris des distances. Elle ne rentre plus en contact avec eux, elle ne communique plus avec eux. Non seulement Edith a coupé les ponts avec le reste de la famille, mais en plus elle ne participe pas aux recherches pour retrouver le père de ses enfants. Les soupçons ont commencé à s'intensifier sur Edith parce que elle vivait comme si ça avait été toujours comme ça. Elle fait comme si de rien n'était. On a l'impression qu'elle ne s'intéresse pas à cette disparition, que c'est déjà pour elle du passé. Vous en avez une très bonne illustration. Lors d'un des appels à témoins qui passe dans le journal local toulousain, vous voyez la photo de la famille. Il manque Madame Scaravetti. Elle n'est pas présente sur la photo. Ça n'a pas l'air de la traumatiser, ça n'a pas l'air de l'inquiéter, alors que nous, au quotidien, on est ravagés par cette recherche, on est ravagés par le risque, on est ravagés par ce qui a pu se passer. Elle, non. La famille Baca va alors raconter aux enquêteurs que depuis la disparition de Laurent, Edith leur a livré un peu trop d'explications sur son départ. Des scénarios tous aussi invraisemblables les uns que les autres. Dans un premier temps, lorsqu'ils s'inquiètent de savoir ce qu'est devenu Laurent, Edith va leur répondre qu'il est parti avec un copain et qu'il n'est pas rentré de la nuit. Et puis le lendemain, il est parti faire un go-fast. Laurent, dans la nuit du 5 au 6, l'aurait réveillé à 3h du matin pour aller faire un go-fast. Donc il est entre la France et l'Espagne en train de faire un passage de drogue. Elle va inventer une possibilité de trafic de drogue qui se serait mal passée. Pour nous, c'était un peu pas clair parce que pourquoi Laurent faire un go-fast à 36 ans alors qu'il n'avait jamais fait de choses comme ceci avant. À cet instant, Edith commence à attirer l'attention des policiers. Tout ça commence à nourrir la suspicion, nourrir le soupçon. Ils se sont dit, là, il y a quelque chose de louche. Moi, je pense qu'Edith, elle est dans le coup, quoi. Peut-être que elle a fait quelque chose ou elle sait quelque chose. Elle sait quelque chose, elle sait où il est, mais elle veut pas le dire. L'enquête a commencé le jour où on a demandé à être entendu, justement. En leur disant que nous, la version qu'elle donnait, c'était du flan. Des scénarios qui ne tiennent pas debout, un comportement étrange. Pour les enquêteurs, il est temps d'aller voir Edith Scaravetti. Et ils ne vont pas tarder à comprendre que les soupçons de la famille Baca étaient fondés. 20 novembre 2014. Après 3 mois et demi d'enquête, la police toulousaine décide de perquisitionner le domicile d'Edith. Il déboule un beau matin, sans prévenir, pour faire une perquisition. Il tente effectivement un coup de bluff. La perquisition, elle n'a pas pour but de trouver le corps, elle a pour but de créer un choc psychologique. On se dit assez naturellement que c'est peut-être le dernier endroit où on va retrouver un corps, une maison habitée par une mère de famille et ses 3 enfants. Et pourtant, derrière ces murs, les policiers vont découvrir qu'Edith cache un secret inimaginable.
Elle est surprise par cette descente de police chez elle. Edith Scaravetti va interrompre assez rapidement cette perquisition. Elle s'adresse à un des policiers présents, qui se trouve être une femme. Elle la prend à part, elle lui dit qu'elle veut lui parler. Et ce qu'Edith va avouer au policier dépasse l'entendement. Voici ce qu'elle déclare. Je suis un monstre. C'est moi qui l'ai tué. J'ai transporté le corps dans les combles de la maison. Et elle va dire tout de suite au policier, le corps est là, il est là-haut. Et la mère de famille de désigner une trappe fermée par un cadenas, juste au-dessus de la chambre de ses enfants. Les policiers vont casser le cadenas, ouvrir la trappe, déplier une sorte d'escalier télescopique. Des effluves se dégagent au niveau du grenier. Donc on va monter sur ce grenier. À partir de cet instant, les policiers savent qu'ils sont tout proches du but. Chose incroyable, Edith Scaravetti guide les enquêteurs jusqu'à une dalle de ciment coincée entre deux poutres. Une sorte de sarcophage en ciment. Les policiers vont entreprendre de casser cette dalle de ciment. Ils vont mettre à jour la forme d'un corps humain. Les policiers viennent de découvrir le corps de l'homme qu'ils recherchent depuis 3 mois. Le corps du malheureux Laurent Mbaka, il est dans le grenier. Du béton par-dessus, au-dessus de la chambre à coucher. Et ça fait 3 mois qu'il est là. Incompréhensible. On se dit humainement comment c'est possible. Reste désormais pour les policiers la lourde tâche d'informer la famille de Laurent. Son frère et sa sœur n'oublieront jamais ce que les enquêteurs vont leur révéler ce jour-là. À 16h30, mon téléphone a sonné sur mon lieu de travail. Les enquêteurs m'ont demandé, avec une voix très fébrile, de me rendre au commissariat. Ce jour de novembre, à la voix de l'enquêteur, j'ai compris. Et ma sœur m'a appelé en me disant il faut que tu passes parce que on a des infos. Voilà. Ils nous ont annoncé le décès de Laurent. Et quand moi j'ai demandé où elle était, elle, Edith, parce que je ne comprenais pas pourquoi, il m'a dit que c'était elle. Au moment de partir, un des enquêteurs nous a rattrapés parce que le lendemain, ça allait passer dans la dépêche. Et qu'il avait juste oublié de nous dire qu'il avait été retrouvé emmuré. Pour la famille, le choc est immense. Après, ça en est suivi un temps de... On est dans le flou. On se réveille le matin, on se demande si c'est la vérité ou pas. Si on dort 2-3 heures par nuit, c'est bien, c'est la fatigue qui nous emporte. Même s'ils avaient peu d'espoir de retrouver leur frère vivant, les proches tombent des nues. Comment imaginer qu'Edith, jusque-là appréciée de tous, ait pu réserver un sort aussi cruel à son compagnon? À première vue, ça a l'air d'être un couple qui fonctionne bien. Edith est bien sous tout rapport et on lui donnerait presque le bon Dieu sans confession. Et moi, j'y croyais pas. Jusqu'à temps que j'ai vu le cercueil à Laurent, j'y croyais pas. Que c'était vrai, vraiment. Cette fille, comme je vous dis, vraiment, elle donnait le cœur sur la main et tout. Pas possible qu'elle ait fait ça. On avait des doutes sur elle, mais à ce point-là, non. Et puis, il y a une question que la famille du défunt se pose. Comment leur belle-sœur a-t-elle pu garder ce lourd secret pendant plus de 3 mois? Elle n'a pas craqué. Pendant 3 mois et demi, elle nous a pris dans les bras, elle nous a fait la bise, elle est venue manger avec nous, elle a préparé les fêtes de Noël avec nous. On a fait des achats de Noël ensemble. Elle a regardé les enfants de 3 dans les yeux en leur disant « Vous inquiétez pas, votre père n'a pas pu vous abandonner, il va vous revenir. »
3 enfants qui cherchaient leur père. Jennifer y a dormi là, avec sa meilleure amie, sa confidente, Madame Scaravetti. Le corps de son frère était au-dessus. Là, il faut avoir du cran, là. Il a dit, je sais pas où il est là-bas, alors qu'elle savait. Comment, pourquoi ? Pendant 3 mois, on a raconté des histoires à dormir debout, aux uns et aux autres. Comment on a pu rester dans cette maison sans jamais craquer ? Comment c'est possible ? Edith Scaravetti aurait donc trahi ses proches. Alors pourquoi la belle-sœur aurait-elle tué Laurent Baca avant de le couler dans le béton ? La mère de famille de 27 ans est immédiatement placée en garde à vue. Et le récit qu'elle va faire aux policiers est tout simplement stupéfiant. Selon elle, Laurent Baca serait mort accidentellement. En effet, Edith raconte que cette nuit du 5 au 6 août 2014, il est environ 3 heures du matin lorsque son compagnon qui regardait la télévision au salon vient la réveiller brutalement. Ce soir-là, Laurent vient la disputer alors qu'elle dort tranquillement dans son lit. Laurent Baca l'a réveillée en plein milieu de la nuit, l'a jetée au sol, collée contre le mur, a commencé à lui asséner des gifles et une série de reproches. Mauvaise mère, mauvaise fille, enfin, c'était un flot d'injures permanent. Et à un moment donné, il va prendre le fusil qui est sur l'armoire de la chambre et il la menace avec ce fusil. Il la pousse, la bouscule. Face à cette situation, Edith raconte qu'elle aurait tenté de s'enfuir. Menacée par une arme, par son compagnon, extrêmement virulent, qui l'avilit d'insultes. Pour éviter que les enfants ne se réveillent dans les cris des disputes, elle va simplement se lever mécaniquement et descendre les escaliers. Lui met un coup de crosse sur la tête, elle chute dans l'escalier. Selon Edith Scaravetti, c'est au rez-de-chaussée de la maison que Laurent, hors de lui, serait devenu totalement incontrôlable. Voici ce qu'explique la mère de famille. Je me souviens avoir relevé la tête. Je l'ai vu en haut des marches. J'ai eu peur. Il m'a suivi dans le salon. Il avait la carabine dans les mains. Et j'ai senti le canon du fusil sur ma tempe. Il est installé dans le canapé et il va continuer à lui expliquer que décidément elle ne vaut rien, qu'elle n'est bonne à rien et elle est complètement vide de réaction. Ce qu'il lui reproche également. Tu vois, tu n'es même pas capable de te défendre et de défendre tes gosses. Et puis à un moment, curieusement, il retourne l'arme contre lui. C'est-à-dire qu'il met le canon du fusil sur sa tête. En disant, tu vois, t'es même pas capable de tirer. Elle décide d'empoigner l'arme pour effectivement la retirer des mains de Laurent Baca. Et là, un coup claque. Edith raconte qu'à cet instant, elle aurait réalisé que son compagnon Laurent Baca était mort d'une balle tirée en pleine tête. Et c'est là qu'elle aurait pris une décision qui va tout changer. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à l'affaire Baca. Dans la seconde partie, vous allez découvrir comment les enquêteurs, en perquisitionnant la maison, vont découvrir l'impensable. Sur la piste des tueurs en série, le podcast. Sur une feuille, 35 cases vides précédées de cette phrase terrible, la liste des victimes est la suivante. Fidèle à sa perversité, le vieil homme ne donne pas de nom. Michel Fourniret est un tueur absolu. Il a forcément tué toute sa vie. Donc, bien sûr qu'il existe d'autres victimes. Sur la piste des tueurs en série, c'est l'un des 200 podcasts à écouter sur l'application RTL. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Baca,
vous allez découvrir comment les enquêteurs, en perquisitionnant la maison, vont découvrir l'impensable. Avec moi, vous entendrez les voix de Jennifer et Grégory Baca, le frère et la sœur de la victime, des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Selon elle, prise de panique, au lieu d'appeler les secours, elle se serait plongée dans un sombre et macabre projet. Et c'est vrai que c'est l'instant charnière du crime. On a quelques secondes dans ces moments-là pour décider de son avenir. Elle va, de manière quasi inconsciente, décider de le dissimuler sans prévenir personne. La mère de famille confie alors aux enquêteurs qu'à ce moment-là, l'urgence est de s'occuper des enfants qui vont bientôt se réveiller. Elle cache le corps de Laurent Baca comme s'il était en train de dormir au niveau du salon. Puis, après avoir déposé les enfants au centre aéré, Edith aurait décidé de dissimuler le cadavre de Laurent. Elle décide de l'enterrer au fond du jardin. Elle va creuser une partie de la matinée, un trou d'environ 30 cm. Et ensuite, elle ira récupérer le corps pour le traîner jusqu'à cette sépulture. Le récit de la jeune femme ne s'arrête pas là. La suite de son histoire fait froid dans le dos. Ce fameux corps, on va devoir le gérer parce que il risque d'y avoir l'odeur ou les voisins risquent de voir que les enfants jouent dans le jardin. Il y a le père qui est là, pas loin, caché dans le jardin. Quelques jours plus tard, elle va prendre la décision de transférer le corps, cette fois-ci dans un recoin du grenier. Elle l'a placé entre les deux pilasses de la soupente, du toit. Elle l'a allongé de cette façon-là. Elle va le replier et le recouvrir de quelques centimètres d'un mélange disparate de ciment, de plâtre, d'enduit, enfin tout ce qu'elle trouve pour essayer de dissimuler le corps. Face aux enquêteurs abasourdis, Edith Scaravetti va alors tenter de justifier ce geste fou et abominable. Edith Scaravetti, première victime désignée dans ce dossier, a malencontreusement donné la mort à son bourreau. La mère de famille raconte aux enquêteurs que derrière les murs de leur pavillon rose, Laurent lui aurait fait vivre un enfer, et cela depuis bien des années. Je vivais un calvaire sous ses coups. Je me suis déjà retrouvée en boule par terre, rouée de coups de pied. Il me prenait par les cheveux et il me tirait au sol. Il a déjà pris sa ceinture et il me battait avec. Je crois que les premiers coups qu'elle reçoit, c'est que lorsqu'elle est enceinte. Et on sait qu'elle est enceinte au bout de 4 mois de leur relation. Donc autant vous dire que ça a commencé très vite. Et qu'après, ça ne s'est plus jamais arrêté. La vraie victime, c'est elle. Voilà. Elle est victime du tyran domestique. Edith Scaravetti poursuit son récit. Quelques semaines seulement avant le drame, la tension au sein du couple aurait été à son comble. À tel point que son compagnon aurait même tenté de la tuer. Laurent Baca décide effectivement de monter vers 2 ou 3 heures du matin, réveiller sa compagne pour obtenir d'elle des faveurs sexuelles. Il va utiliser pour la première fois une arme à feu alors qu'elle était allongée dans son lit, recroquevillée en position fétale. Il lui aurait tiré dessus et la balle aurait atterri sur le matelas. Elle a été victime d'un tir de carabine à quelques centimètres de sa tête. Alors, Edith Scaravetti est-elle, comme elle le prétend, une femme poussée à bout, qui, sous l'emprise de son conjoint violent, aurait commis l'irréparable? Ou bien est-ce un mensonge, un scénario inventé de toutes pièces,
pour tenter de se disculper. Une chose est sûre, le rapport de la balistique semble confirmer la thèse d'un scénario accidentel. Le rapport d'autopsie révèle qu'il est mort d'une balle dans la tête. C'est a priori un tir maladroit. Il n'y a pas de tir à l'épaulé. Parce que les caractéristiques du tir, les éléments balistiques et les éléments médico-légaux corroborent effectivement la version d'Edith Scaravetti. Et puis, selon les analyses ADN, Laurent Baca aurait bien tenu à pleine main le canon du fusil qu'il a tué ce jour-là. Nous retrouvons l'ADN et l'ADN seul de Laurent Baca à l'extrémité du canon, alors qu'Edith Scaravetti a toujours soutenu que celui-ci l'avait empoigné pour la tenir à proximité de sa tête. Le récit d'Edith semble donc plausible. Et ce n'est pas la seule découverte des policiers. En effet, les enquêteurs vont recueillir un témoignage capital, celui de Véronique, une auxiliaire de vie et collègue d'Edith. Cette dernière confirme les violences à répétition qu'aurait subies la jeune femme. Il y a un jour, elle est venue au travail. J'avais vu qu'elle avait un hématome au niveau de l'œil. Et puis je lui ai dit qu'est-ce que tu t'es fait là? Elle m'a dit qu'elle n'était pas très heureuse chez elle, que son mari était très jaloux, que son mari buvait, et ce qui se passait un petit peu chez elle. Et Véronique de raconter avec force et détail l'incroyable calvaire qu'Edith aurait vécu au quotidien. Il l'attrapait par les cheveux, il donnait des coups de pied, il la mettait par terre. Une fois, elle me dit « Oh, qu'est-ce que j'ai mal au ventre, je dois avoir une gastro. » Je lui dis « Ah bon, t'as une gastro ?» Et puis en fin de compte, c'était pas du tout ça. Il l'avait frappée dans le ventre et elle avait mal. Hein. Il téléphonait souvent quand on était au travail. « Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? À quelle heure que tu rentres ?» Il la surveillait tout le temps. On aurait dit que c'était un peu sa chose, quoi. Qui se défoulait sur elle. Il la possédait, c'était sa chose, son meuble. Véronique indique aux policiers qu'elle était témoin au quotidien, finalement, du harcèlement que subissait Edith de la part de son compagnon. Mais elle indique même qu'un jour, il est venu la chercher sur son lieu de travail avec son fusil. Il disait toujours « Je vais prendre une carabine, de toute façon, je vous tuerai. Je préfère vous tuer. » Un rapport balistique qui semble confirmer la thèse de l'accident. Et des violences conjugales attestées par une collègue. Pour l'heure, rien ne vient contredire la version d'Edith Scaravetti. Bien au contraire. Mais rapidement, de nouveaux témoignages vont venir remettre en question son histoire. D'abord, les frères et sœurs de la victime ne croient pas un mot des violences qu'aurait infligées Laurent à sa compagne. Je ne l'ai jamais vu avec un bleu. Et on se changeait dans les cabines d'essayage ensemble, on s'épilait, on se faisait des soins. Puis bon, en parler, elle aurait pu en parler, en disant rien, pas un mot. Que ça soit aux amis, à ma famille, à moi-même. On ne sait rien, donc automatiquement on ne peut pas soupçonner. Hein. C'est ce que je veux dire, moi j'ai jamais vu. Elle venait manger tous les dimanches midi, ou même des fois une semaine elle passait, jamais de bleu. Une femme battue, souvent vous la voyez, elle a des lunettes de soleil. Et là, jamais rien. En 10 ans, je pense que quand même, on aurait eu quand même des soupçons. Et puis on aurait eu un minimum de soupçons, je peux vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'en serait pas là. Et puis, il y a la réaction qu'aurait eue Edith après la mort accidentelle de Laurent. Pour les proches de la victime, elle n'est tout simplement pas crédible. J'arrive pas à concevoir qu'un coup de feu parte accidentellement, qu'on n'appelle pas les secours. Qu'on laisse
un homme qu'on aime ou qu'on a aimé sur le canapé, avec ses enfants qui dorment au-dessus, et que le matin on amène ses enfants comme si rien n'était au centre aéré. Il aurait dû dire à la police de suite, appeler les secours. Vite, venez, au moins une dignité, quoi. Pas le laisser mort comme ça, comme rien, quoi. De plus, les enquêteurs ne vont retrouver aucune preuve des violences qu'aurait subies Edith. Les policiers ont vérifié, il n'y a pas de trace de plainte de la part d'Edith contre Laurent Bacca, il n'y a pas de main courante au commissariat. On parle d'ultraviolence. Comment on n'a pas des justificatifs de soins réguliers, voire répétés aux médecins, aux urgences? On nous aurait raconté l'accident de vélo, l'accident d'escalier, tout ce qu'on veut. Mais pourquoi on n'a pas ça? Quant à la balle que Laurent Bacca aurait tirée sur sa compagne quelques semaines avant le drame, elle va bien être retrouvée dans le matelas du couple. Seulement, impossible d'en tirer des conclusions. Il y a, bien sûr, oui, il y a une balle qui est partie dans le matelas. Est-ce qu'elle l'a tirée après les faits pour se ménager une preuve de cette ultra-violence que l'on veut mettre sur les épaules de Laurent Bacca ou pas? Ben voilà, on n'en sait rien. On a son scénario à elle et qu'à elle. Mais surtout, un coup de théâtre va apporter un tout nouvel éclairage sur ce huis clos dramatique. Un témoignage inattendu qui va venir mettre à mal la version de la jeune mère de famille. C'est celui d'un de ses propres enfants. Les enquêteurs interrogent la fille aînée d'Edith et Laurent, âgée de 9 ans. Et d'après la petite fille, le soir du crime, tout ne se serait pas passé comme sa maman le prétend. Souvenez-vous, Edith dit que le soir du drame, il y a eu une dispute très violente, suivie d'une bagarre, d'une chute dans l'escalier et d'un coup de fusil. Or, la petite fille assure qu'elle n'a rien entendu de tel. Quand un policier lui demande si ses parents se sont disputés, l'enfant répond non et ajoute que s'ils s'étaient disputés, elle les aurait forcément entendus. Cette dispute d'une violence certaine, puisqu'elle a débouché sur un coup de feu, et la mort de cet homme, se serait passée sans que les enfants n'aient entendu quoi que ce soit. Ni la dispute, ni les paroles fortes, ni la chute dans l'escalier, ni le coup de feu. Extraordinaire. Non seulement ses parents ne se seraient pas disputés cette nuit-là, mais la petite fille va aller plus loin. En effet, selon Edith Scaravetti, à la suite du décès de son conjoint au petit matin, elle aurait emmené les enfants au centre aéré avant de revenir à la maison pour se débarrasser du cadavre de Laurent. Or, le témoignage de sa fille contredit la version d'Edith. Elle en est certaine, le lendemain matin, avant de partir au centre aéré, son papa était encore vivant. La grande nous a dit qu'elle avait fait un bisou à son père sur le canapé. Il dormait sur le canapé, il lui a fait un bisou. Donc déjà, ça ne coïnciderait pas avec sa version elle. Dans son procès verbal, l'enfant se souvient d'avoir embrassé son père sur la joue. Puis, elle confirme être partie au centre aéré. Enfin, le soir, elle dit que son père n'était plus là. Elle l'aurait embrassé alors qu'il était sous une couverture sur le canapé. Or, évidemment, s'il a pris une balle dans la tête, elle ne peut pas avoir embrassé son père sans avoir remarqué qu'il y avait du sang sur le visage. Pour les policiers, se dessine un scénario encore plus glaçant. Le compagnon dort dans le canapé, les enfants se réveillent, prennent le petit déjeuner, papa est toujours vivant, on embrasse papa avant de partir au centre aéré, Edith revient, et là, dans son sommeil ou pas, j'en sais rien, elle tue Laurent Bacca.
profité pendant qu'il dormait pour faire ce qu'il y avait à faire. Et comme ça, les petits étaient au centre aéré, tout le monde était tranquille. Et là, on est évidemment dans une autre configuration criminelle. On est sur un assassinat. On a affaire à quoi? On a affaire à quelqu'un qui a calculé un scénario, qui l'a nourri au fil des mois, tout ça pour qu'on la voie comme une victime d'une violence conjugale au final. Edith aurait-elle menti sur les violences conjugales qui sont maintenant remises en cause, sur la dispute qui semblerait ne pas avoir eu lieu, et puis sur Laurent Baca qui, le matin du drame, serait toujours vivant. Contrairement à ce qu'elle affirme depuis le départ, la jeune femme n'aurait-elle pas délibérément tué son compagnon? La suite de l'enquête va montrer qu'Edith aurait peut-être eu une bonne raison de vouloir l'éliminer. Car quelques semaines avant sa disparition, Laurent s'était confié à sa famille. Entre Edith et lui, rien n'allait plus. Il avait même découvert que sa compagne le trompait. Laurent avait surpris un SMS sur le portable de Edith d'un monsieur, d'un homme. Donc, on pense qu'elle avait une relation extra-conjugale. Elle s'était confiée à cet homme. Donc il y a une espèce de relation, une intimité qui va se créer entre ces deux-là. Ils se sont envoyés de nombreux messages, ils se sont vus souvent. Quand vous échangez 500 textos, je crois, c'est pas une simple amie. Les proches de Laurent n'étaient d'ailleurs pas les seuls au courant. Edith avait même raconté à Véronique, sa collègue de travail et amie, qu'un homme lui avait fait des avances. C'est vrai qu'il a trouvé, il dit « Oh, t'es jolie, c'est vrai que c'est une belle femme. Hein. Oh, t'es jolie, nanana, si tu veux, on peut aller boire un verre. » Edith aurait-elle voulu se débarrasser de son compagnon pour vivre une nouvelle vie avec cet homme dont tout le monde parle? L'hypothèse est séduisante. La découverte d'un amant dans ce dossier donne un nouvel éclairage. Et donc, évidemment, les policiers vont s'intéresser à l'amant. Interrogé par les enquêteurs, l'amant d'Edith Scaravetti avoue. Il a bien entretenu une relation sentimentale avec la jeune mère de famille. Et voici ce que cet homme déclare. Elle était seule avec ses enfants. Nous nous sommes bien entendus. Elle m'a dit qu'elle voulait se séparer de son compagnon. Nous nous sommes revus, et sur le parking de l'école, nous nous sommes embrassés. Mais selon l'amant, la liaison aurait tourné court. Devant les enquêteurs, l'homme raconte que mi-juillet, 3 semaines avant la disparition de Laurent Baca, il aurait reçu un appel de ce dernier, fou de rage. Et voici la teneur de la conversation. Il avait une voix un peu énervée. Il m'a dit que je voulais casser son couple. Il m'a menacé et j'ai eu peur, car j'avais envoyé mon adresse sur le portable d'Edith. Les deux hommes se sont parlé. Et à cette occasion, Laurent Baca était très virulent, très menaçant. Je vais ruiner ta carrière, je vais foutre ta vie en l'air. Après cet appel, craignant que Laurent Baca ne mette ses menaces à exécution, les deux amants auraient décidé de mettre un terme à leur histoire. Au final, l'enquête a montré que ce n'est pas pour vivre avec son amant qu'Edith Scaravetti aurait tué son compagnon. L'histoire de l'amant est sans doute laissée de côté. Au final, ça ne va pas être creusé de façon particulière. Donc ça va rester très à l'écart. Cette piste s'effondre très vite, mais elle va permettre aux policiers de réaliser, de constater qu'Edith n'est pas claire dans ses explications. Mais alors, Edith Scaravetti aurait-elle prémédité son geste? Et si oui, pourquoi? En fait, depuis que Laurent avait découvert le comportement volage d'Edith, le couple se déchirait.
Quelques jours avant le drame, elle avait d'ailleurs décidé de se séparer de lui. La conséquence à cette infortune, c'est qu'Edith part quelques jours chez son père avec ses enfants pour faire le point, et Laurent avait très mal vécu ce départ. Ça allait pas du tout, apparemment il voulait se séparer. C'est discuté aussi, le pour, le contre, on essaye aussi des fois de mettre de l'eau dans ton vin, elle va en mettre, voilà, on essaye de discuter à ces moments-là quand on voit qu'ils sont malheureux. Il faisait des efforts, mais bon, apparemment ça n'a pas fonctionné, on va dire. Or, au cœur des disputes du couple Baca, il y avait une source d'affrontement permanente qui pourrait être le mobile du crime. La maison que Laurent avait entièrement restaurée. La maison appartient à sa mère, à Edith. Elle voulait partir sans partir, c'était sa maison. Il lui avait dit ok, si tu veux réellement qu'on se sépare, on se sépare. Par contre, je récupérais l'argent que j'ai mis dans la maison. Il avait investi du temps et de l'argent dans les travaux et il voulait en fait la racheter. Et elle voulait pas la vendre. La mort de Laurent Baca arrange bien Edith. Du coup, elle n'a pas à lui payer ses parts, et puis elle reste dans la maison et on n'en parlait plus. Après 2 ans d'enquête, sans preuve irréfutable, la préméditation n'a pas été retenue. Edith Scaravetti est mise en examen pour meurtre et placée en détention provisoire. Edith est poursuivie pour homicide volontaire, en l'état. Le juge d'instruction n'a pas retenu l'assassinat. Techniquement, on n'a pas grand-chose pour l'attraper, pour l'accrocher. Un peu l'impression que c'est un poisson qui fuit, qui glisse entre les mains. Dans le courant de l'année 2017, la mère de famille sera jugée par la cour d'assises de Toulouse. Une chose est sûre, il sera bien difficile pour la justice de faire émerger la vérité au sein de ce huis clos familial. Au jour d'aujourd'hui, on est sur 2 extrêmes qui correspondent aux 2 thèses. Le jury populaire va trancher. Soit il va valider la femme battue qui se défend dans des circonstances dramatiques et peut-être quasi accidentelles. Soit au contraire, ils vont écarquiller leurs yeux quand ils vont voir toute la liste des choses extraordinaires qu'il faudrait digérer. Les jurés peuvent très bien mal interpréter son comportement. Et c'est vrai que ça peut paraître épouvantable. Elle a tué son compagnon, le père de ses 3 enfants, et que non seulement elle l'a tué, mais elle l'a emmuré au grenier pendant 3 mois. Pour les proches de la victime, il est impensable que celle qui aurait tué Laurent Baca et qui les a tous manipulés puisse s'en sortir. Il ne méritait pas ça, malheureusement. Et j'espère qu'elle se le dit. Il faut la punir. Ça, c'est clair et net. Et moi, je lui dirais au tribunal, si elle m'écoute. Moi, je t'aimais beaucoup, je t'estimais, mais il faut que tu sois puni. Je vois pas pourquoi elle continuerait à vivre d'or avec ce qu'elle a fait, quand même. Je veux juste la vérité, mais on la saura peut-être jamais. Après, être apaisée, oui et non, parce qu'on ne pourra jamais l'être. Elle pourra dire tout ce qu'elle veut. Ça n'expliquera jamais le geste qu'elle a fait. Elle s'est octroyé le droit d'enlever la vie à mon frère. On vit toujours avec. Tous les matins, on se lève avec ce poids. Mais cette histoire, elle a détruit une vie de sûr, celle de mon frère. Par contre, elle a détruit, je pense, la vie de ses enfants. Elle a condamné tout le monde. Parce que maintenant, tout le monde est malheureux. Dans l'attente de son procès, Edith Scaravetti est aujourd'hui toujours incarcérée à la maison d'arrêt de Cesse. Pour les faits qui lui sont reprochés, elle risque une peine de 30 années de prison. Quant à ses 3 enfants, ils ont été confiés à la famille de leur mère. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Baca. Condamnée à une peine de 3 ans de prison en première instance, Edith Scaravetti, en 2019, écope de 10 ans pour meurtre devant la cour d'appel du Tarn-et-Garonne. En 2021, bénéficiant de remise de peine, la mère de famille est finalement libérée.
N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Je vous dis à bientôt. Sur la piste des tueurs en série, le podcast. Sur une feuille, 35 cases vides précédées de cette phrase terrible. La liste des victimes est la suivante. Fidèle à sa perversité, le vieil homme ne donne pas de nom. Michel Fourniret est un tueur absolu. Il a forcément tué toute sa vie. Donc, bien sûr qu'il existe d'autres victimes. Sur la piste des tueurs en série, c'est l'un des 200 podcasts à écouter sur l'application RTL. Dans la petite ville de Montargis, les toits de tuiles rouges s'entassent comme des souvenirs que personne n'a pris la peine de ranger. C'est ici, dans une maison de 2 étages à l'allure tranquille, que tout commence. Une façade décrépite, des volets qui grincent au vent d'automne, et un grenier dont la trappe, depuis des années, ne s'était plus ouverte. Pourtant, un matin d'octobre 2009, le silence de la rue Jules Ferry est brisé par le cri d'une femme. « Mon Dieu, appelez la police !» Cette voix, c'est celle de Marie-Louise Bacca, 68 ans, veuve, ancienne couturière, une figure discrète du quartier. Son mari, André Bacca, a disparu 10 ans plus tôt, en 1999. On l'avait cru parti refaire sa vie ailleurs, ou mort quelque part, sans laisser de traces. Ce matin-là, en montant chercher une vieille valise, Marie-Louise découvre dans le grenier un corps en décomposition avancée, enveloppé dans une bâche plastique, sous une couche de poussière et d'objets oubliés. Les premiers policiers sur place, des agents de la brigade de Montargis, croient d'abord à une mauvaise blague. Mais l'odeur insoutenable ne trompe pas. Il s'agit bien d'un cadavre. Le médecin légiste, appelé en urgence, constate rapidement qu'il s'agit d'un corps masculin, d'environ 60 ans au moment du décès. Les vêtements sont anciens, une chemise à carreaux, un pantalon en velours élimé, des chaussures d'homme du début des années 2000. L'un des policiers remarque un détail. À l'intérieur de la poche droite, un trousseau de clés rouillées portant l'inscription « Bacca ». Le mystère prend forme, et très vite, l'évidence s'impose. Le corps retrouvé dans le grenier est celui du mari disparu. Pour les voisins, la nouvelle tombe comme la foudre. André Bacca, c'était cet homme grand, sec, moustachu, toujours vêtu d'une veste brune et d'un béret. Un ancien menuisier réputé, un peu dur, parfois colérique, mais respecté. Sa disparition à l'époque n'avait pas suscité d'émoi particulier. Le couple Bacca traversait une période difficile, disait-on, et André avait des dettes. Il aurait pu tout simplement s'en aller. Personne n'avait imaginé qu'il n'était jamais sorti de chez lui. Lorsque la police scientifique investit la maison, tout semble figé dans le temps. Le salon, couvert de napperons, un vieux téléviseur cathodique, des photos jaunies accrochées au mur. Rien n'a bougé depuis des années. Dans la cuisine, des bocaux de confiture datés de 2001. Et au grenier, un amas d'objets, un vélo d'enfant, des cartons de vêtements, un mannequin de couture. Sous les planches, des traces sombres, peut-être du sang ancien. Les enquêteurs scellent la maison et emmènent Marie-Louise pour interrogatoire. Au commissariat, elle semble perdue, les yeux vides. On lui demande pourquoi elle n'est jamais montée au grenier depuis si longtemps. Elle répond d'une voix basse « J'ai peur des escaliers, j'ai le vertige ». Pourtant, certains voisins affirment l'avoir vue plusieurs fois monter à l'étage avec des cartons. D'autres se souviennent d'une odeur étrange, comme de la viande pourrie, qui s'échappait parfois des combles. Personne n'a rien dit. Dans ce quartier où tout le monde se connaît, on ferme les yeux sur les drames tant qu'ils ne débordent pas. L'autopsie révèle des fractures aux côtes, une blessure au crâne et un traumatisme facial ancien. Le légiste conclut à une mort violente, probablement causée par un coup porté avec un objet contondant. Le corps a ensuite été déplacé et dissimulé. Mais ce qui trouble le plus les enquêteurs, c'est le délai. Plus de 10 ans sans que personne ne découvre rien. Le parquet d'Orléans ouvre une information judiciaire pour homicide volontaire. Les médias s'emparent immédiatement de l'affaire. Un cadavre retrouvé dans son propre grenier 10 ans après sa disparition. Titre Le Courrier du Loiret. Les journalistes campent devant la maison. Des images d'archives ressortent. Le couple Bacca souriant lors d'une fête de quartier, la maison paisible sous le soleil. Le contraste avec l'horreur du grenier fascine l'opinion. Les policiers interrogent les proches. Une nièce, Élodie, confie « Mon oncle était dur, mais il aimait ma tante. Il se disputait, oui, mais jamais je n'aurais cru qu'elle puisse. » Le mot « tuer »
reste en suspens. Car très vite, toutes les hypothèses convergent vers Marie-Louise. Elle est la seule à avoir vécu dans la maison depuis la disparition. Elle n'a jamais signalé la moindre anomalie. Et surtout, elle a continué à percevoir la retraite de son mari chaque mois pendant 10 ans. Le juge d'instruction ordonne une perquisition plus approfondie. Dans une boîte métallique, cachée sous le plancher de la chambre, les enquêteurs trouvent un carnet noir. Dedans, des notes griffonnées, des listes de dépenses, des phrases énigmatiques comme « Ne plus jamais ouvrir le haut »,« Les murs ont des oreilles » ou encore « Il dort là où il a voulu rester ». Cette dernière phrase intrigue particulièrement. Interrogée à nouveau, Marie-Louise nie toute implication. « André était violent. Il me frappait parfois. Un jour, il est parti. C'est tout. » Mais le ton de sa voix, hésitant, trahit autre chose. Une peur ancienne, peut-être un secret trop lourd. Les experts en psychologie judiciaire notent son absence d'émotion apparente, sa manière mécanique de répondre, comme si elle récitait un texte appris par cœur. Les enquêteurs décident alors de fouiller plus loin dans le passé du couple. Ils découvrent qu'en 1998, André avait été hospitalisé après une chute domestique. L'infirmière de l'époque, encore en poste, se souvient. Il m'avait dit que c'était sa femme qui l'avait poussé pendant une dispute, mais il avait refusé de porter plainte. Ce témoignage relance l'hypothèse d'une violence conjugale inversée. Et si la victime habituelle n'était pas celle qu'on croyait? En parallèle, la reconstitution de la scène du crime, organisée dans la maison Baca, donne lieu à un moment glaçant. Lorsque les policiers demandent à Marie-Louise de montrer où elle se trouvait ce soir-là, elle s'immobilise devant la trappe du grenier. « Je ne me souviens pas », murmure-t-elle. Mais ses mains tremblent, ses yeux se fixent sur la corde qui pend du plafond. Et pendant une seconde, le masque tombe. Elle se met à pleurer, silencieusement. Les experts techniques, de leur côté, identifient des traces d'ADN sous les ongles du défunt. Elles appartiennent à Marie-Louise. Cela ne prouve pas un meurtre, mais renforce la thèse d'une altercation violente. Selon le rapport, le corps aurait été déplacé peu après le décès, sans grande préparation. Le sac plastique et les cordes proviennent de matériaux retrouvés dans la cave. Tout indique une dissimulation improvisée. Pourtant, un élément manque, le mobile. Pourquoi tuer son mari? Pourquoi garder le corps dans le grenier? Pourquoi vivre 10 ans sous le même toit qu'un cadavre? Les psychiatres forensiques évoquent un possible syndrome de la compulsion domestique, une forme extrême d'attachement au lieu conjugal, mêlée de déni et de culpabilité. Marie-Louise aurait tué André dans un moment de colère, puis n'aurait jamais pu se résoudre à quitter la maison ni à admettre la réalité. Mais un nouveau témoin vient compliquer encore l'affaire. Un ancien voisin, Gérard Lemoine, raconte qu'il a vu André Baca une nuit de décembre 1999, marchant dans la rue, titubant, couvert de sang. « Je croyais qu'il avait eu un accident. Il m'a dit « C'est fini, elle va payer. » Le lendemain, André avait disparu. Si ce témoignage est vrai, cela signifie que le drame ne s'est pas produit exactement comme on le pense. Peut-être qu'il n'était pas encore mort cette nuit-là. Peut-être qu'il a tenté de revenir et que le grenier n'a pas été sa tombe, mais son refuge. À ce stade de l'enquête, la France entière suit l'affaire. Les plateaux télé débattent. Crime passionnel, folie sénile ou tragédie silencieuse. Le procureur requiert la mise en examen de Marie-Louise Baca pour homicide volontaire avec préméditation. Elle est incarcérée à la maison d'arrêt d'Orléans. Mais dans sa cellule, elle reste mutique. Une seule phrase, griffonnée sur un bout de papier, sera retrouvée plus tard par les gardiens. « Il est toujours là-haut. Il m'attend encore. » L'hiver s'abat sur Montargis. Le vent siffle entre les branches nues et la maison Baca, désormais scellée par les enquêteurs, se dresse comme une silhouette figée dans le froid. À l'intérieur, tout est resté en place. Le vieux fauteuil de velours, le calendrier de 2001 au mur, les tasses encore alignées sur la table de la cuisine. Mais les policiers savent que derrière ces objets banals se cache un drame familial qui ne s'est pas encore entièrement révélé. L'affaire Baca passionne la presse nationale. Chaque jour, de nouveaux détails émergent. Des voisins évoquent des disputes violentes, d'autres parlent d'un André alcoolique et jaloux. Pourtant, ceux qui ont connu le couple de près racontent une toute autre histoire, celle d'une femme terrorisée, contrainte de supporter un mari dominateur. On l'entendait crier, parfois, mais jamais lui. Il avait cette autorité froide, celle des hommes qui savent que personne ne les contredit, confie une ancienne collègue de couture de Marie-Louise. Pendant ce temps, en prison, Marie-Louise reste silencieuse.
Son avocate, Meuclair Perrault, une jeune pénaliste déterminée, tente de percer ce mutisme. « Madame Bacca, si vous ne parlez pas, on ne pourra pas vous défendre », répète-t-elle lors des entretiens. Mais la vieille femme garde la tête baissée, les mains jointes. Parfois, elle murmure quelques mots sans suite. Le bruit, les pas au-dessus, il ne voulait pas partir. Des phrases que l'avocate note soigneusement, consciente qu'elles contiennent peut-être la clé du mystère. Les enquêteurs, de leur côté, fouillent de nouveau la maison avec des moyens modernes, caméras thermiques, scanners muraux, détecteurs de cavités. Le 12 février 2010, alors qu'ils inspectent le grenier où le corps a été retrouvé, un gendarme remarque une anomalie dans le mur nord. Une différence de densité, comme si une partie avait été reconstruite plus récemment. Il décide de percer. Derrière la cloison, une petite cavité d'environ 1 mètre carré apparaît. Et à l'intérieur, une boîte métallique scellée avec du ruban adhésif. Lorsque les techniciens l'ouvrent, ils découvrent des dizaines de photographies en noir et blanc, des lettres, et surtout une cassette audio étiquetée « Septembre 1999, pour la vérité ». L'émotion est palpable. On envoie immédiatement la cassette au laboratoire de la police scientifique d'Orléans. Après restauration du son, la voix d'un homme se fait entendre, rauque, fatiguée, mais reconnaissable, celle d'André Bacca. Si quelqu'un écoute ça, c'est que je ne suis plus là. Marie-Lou m'a menacé. Je crois qu'elle veut ma peau. J'ai peur. Mais je ne suis pas fou. Il se passe des choses dans cette maison. La nuit, j'entends des bruits au grenier. Des pas, des voix. J'ai voulu voir, mais elle m'en empêche. Elle dit que je deviens sénile. Pourtant, je sais ce que j'ai entendu. Si je disparais, cherchez là-haut. Les enquêteurs restent stupéfaits. André Bacca semblait craindre sa femme, mais aussi quelque chose d'autre. Cette phrase, « des voix au grenier », change la perspective. Et si, au-delà du couple, il existait un troisième protagoniste, un secret plus ancien, enfoui dans les murs de cette maison? En fouillant les lettres, les policiers découvrent plusieurs correspondances entre André et un homme nommé Lucien Marchal, un maçon à la retraite, décédé en 2004. Dans une des lettres, datée de 1983, André évoque la construction d'une pièce cachée dans le grenier, destinée à entreposer des choses personnelles. Marchal y répond en évoquant des travaux discrets faits sans autorisation. Les enquêteurs réalisent alors que le grenier n'est pas seulement un lieu de stockage, il cache une architecture secrète. Le juge d'instruction ordonne une nouvelle expertise des lieux. En démontant une partie du plancher, les techniciens tombent sur un double fond. À l'intérieur, une mallette de cuir contenant plusieurs enveloppes de banque remplies de billets anciens pour un montant total de près de 200 000 francs, l'équivalent de 30 000 €. Une fortune pour un simple menuisier. L'argent était dissimulé sous les pieds de Marie-Louise depuis des années. Pourquoi André avait-il caché cette somme? Et surtout, Marie-Louise savait-elle? Les enquêteurs découvrent alors qu'en 1999, André Bacca avait retiré tout son épargne, vendant même un petit terrain hérité de son père. Il n'en avait jamais parlé à personne. Était-ce l'argent d'une transaction illégale, d'un héritage, ou la cause du drame conjugal? Lors de sa 3e audition, confrontée à ces découvertes, Marie-Louise semble vaciller. Son visage se crispe, ses mains tremblent. Elle finit par lâcher, d'une voix brisée. « Cet argent, c'était pour partir. Il voulait s'en aller sans moi. Il disait que j'étais un fardeau, que j'avais vieilli, que je sentais la mort. Il préparait tout, et moi je ne voyais rien. » Puis elle se tait à nouveau, comme si ces quelques mots lui avaient arraché le peu d'énergie qui lui restait. Pour les enquêteurs, la scène du crime se recompose lentement. Un couple usé par les années, la solitude, la rancune. Un mari secret, une femme enfermée dans sa peur. Mais il reste un élément inexplicable. La cassette où André parle de bruits au grenier. Le capitaine Delorme, chargé de l'enquête, décide de vérifier un détail. En comparant les dates des enregistrements audio à celles de la disparition, il découvre que la cassette a été enregistrée seulement 2 jours avant la mort supposée. Pourtant, les analyses acoustiques indiquent une chose troublante. En fond sonore, on distingue non pas des pas ou des voix humaines, mais des bruits d'animaux. Un grattement régulier, comme celui de rongeurs ou d'oiseaux. Il devenait paranoïaque, conclut un expert psychiatre. Il projetait ses peurs sur des sons banals. Mais un autre détail trouble Delorme. Sur la bande, à la fin de l'enregistrement, une voix féminine, à peine audible, chuchote « Arrête ça, André, arrête !» Les experts confirment qu'il s'agit bien de Marie-Louise. Ce n'est donc pas un simple monologue, mais une dispute captée sur le vif. Quelques secondes plus tard, un bruit sourd retentit
comme un choc violent, puis la bande s'interrompt brutalement. C'est peut-être le moment du meurtre. Ce nouvel élément devient central. L'avocate Perrault demande alors une contre-expertise. Elle avance une hypothèse audacieuse. Et si André était tombé accidentellement, peut-être lors d'une altercation, ou en montant inspecter le grenier lui-même? Selon elle, Marie-Louise, paniquée, aurait dissimulé le corps pour éviter le scandale et préserver sa réputation dans le quartier. Un geste irrationnel, mais pas un meurtre prémédité. Le procès de Marie-Louise Baca s'ouvre en octobre 2011 devant la cour d'assises du Loiret. L'audience attire des foules. Derrière les vitres du palais de justice, des curieux, des journalistes, des anciens voisins. L'atmosphère est lourde, presque religieuse. Marie-Louise, frêle, vêtue d'un pull gris et d'un foulard, semble minuscule face au juge. Le procureur, implacable, dresse le portrait d'une femme froide, calculatrice, qui aurait tué son mari par rancune, puis vécu 10 ans au-dessus de son cadavre. 10 ans de mensonges, 10 ans d'indifférence, 10 ans de silence. Tonne-t-il devant le jury. Il insiste sur la retraite encaissée illégalement, sur les traces d'ADN, sur la dissimulation maladroite. Mais la défense, elle, s'appuie sur la cassette, sur la peur, sur la solitude. Marie-Louise Baca n'a pas tué un mari. Elle a survécu à un tyran, plaide Perrault. Cette femme n'est pas un monstre, c'est une victime de sa propre terreur. Les débats sont vifs. Les experts psychiatres divergent. Certains la disent lucide et manipulatrice. D'autres évoquent un état de sidération prolongée. Le jury, lui, écoute, attentif, sans mot dire. Puis vient un rebondissement inattendu. Le capitaine Delorme, rappelé à la barre, présente une pièce supplémentaire. Une seconde cassette retrouvée la veille du procès, dans une enveloppe anonyme déposée devant le commissariat. Sur cette bande, on entend à nouveau André Baca. Sa voix, tremblante, dit « Si elle m'écoute, je veux qu'elle sache que je lui pardonne. Je suis fatigué. Ce n'est pas sa faute. C'est la maison. Elle nous ronge tous les deux. » Cette dernière phrase bouleverse la salle. C'est la maison. Comme si, d'une certaine manière, les murs eux-mêmes portaient une malédiction. Le 3e jour du procès s'ouvre sous un ciel bas et gris, comme si la ville entière retenait son souffle. Dans le couloir du palais de justice, l'odeur du café froid se mêle au chuchotement des journalistes. Marie-Louise Baca, toujours vêtue du même foulard beige, avance lentement vers le banc des accusés, escortée par 2 gendarmes. Son visage semble plus pâle encore que la veille. Depuis la découverte de la seconde cassette, quelque chose a changé dans son regard. Moins de peur, peut-être, ou plus de résignation. Le juge président, un homme aux lunettes rondes et au ton mesuré, ouvre la séance. Madame Baca, avant d'entendre les témoins, la Cour souhaite revenir sur cet enregistrement récent. Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit bien de la voix de votre mari? Elle hoche la tête sans un mot, puis, d'une voix presque éteinte, « Oui, c'est lui, c'est André. » La cassette est diffusée dans la salle d'audience. Le magnétophone grésille, puis la voix d'André s'élève, tremblante, presque lasse. « Si elle m'écoute, je veux qu'elle sache que je lui pardonne. Ce n'est pas sa faute, c'est la maison. Elle nous ronge tous les deux. » Un silence pesant s'abat sur la salle. Puis une vieille femme dans le public éclate en sanglots. Cette phrase, « c'est la maison », devient le cœur du mystère. Le juge interroge. Que voulait-il dire par là? Marie-Louise fixe le sol. Elle hésite longtemps avant de répondre. « Vous ne comprenez pas. Cette maison, elle n'était pas à nous. Enfin, pas vraiment. Elle appartenait à son père avant. André l'a achetée à ses sœurs. Mais il disait toujours que l'esprit de son père rôdait encore là-haut. C'est pour ça qu'il montait souvent au grenier. Il disait qu'il fallait surveiller les murs, qu'il travaillait la nuit. » Les jurés échangent des regards inquiets. Pour la première fois, on entrevoit un André superstitieux, presque hanté. Le procureur, lui, sourit avec condescendance. « Madame Baca, vous voulez nous faire croire qu'un fantôme est responsable de la mort de votre mari? Non. Je veux juste dire qu'il n'allait plus bien, que tout ce qui s'est passé, c'est à cause de cette peur qui grandissait chez lui. » L'avocate de la défense saisit cette brèche. Elle appelle à la barre Henri Loiseau, ancien collègue d'André, menuisier comme lui. L'homme, au visage buriné, se souvient. À la fin, André n'était plus le même. Il parlait tout seul. Il m'avait confié qu'il avait trouvé quelque chose dans le grenier pendant des travaux, mais qu'il ne voulait pas en parler. Il disait que c'était une preuve du malheur des Baca. Ce témoignage relance la curiosité du capitaine Delorme, toujours présent dans la salle. Pendant la pause de midi, il s'entretient discrètement avec Perrault. Et si cette preuve était encore là-haut? On n'a jamais démonté toute la charpente, seulement le mur nord. Vous croyez qu'il y a autre chose? Je ne crois pas.
je le sens. Le lendemain, Delorme obtient du juge d'instruction une autorisation exceptionnelle, une nouvelle perquisition dans la maison, malgré le procès en cours. Une équipe de gendarmes, accompagnée d'un architecte judiciaire, retourne sur les lieux. L'air glacé envahit la maison dès qu'ils ouvrent la porte. Tout semble figé dans la poussière et la pénombre. Ils montent lentement l'escalier grinçant, atteignent le grenier. Le capitaine fait glisser sa lampe torche le long des poutres. Il s'arrête sur un détail, une fissure horizontale sous une planche de bois, à l'endroit exact où la cassette avait été trouvée. « Enlevez-moi ça », dit-il doucement. Sous les planches, un espace étroit, presque invisible. À l'intérieur, une poupée ancienne au visage fissuré, une enveloppe jaunie et une petite croix en argent. L'objet a visiblement plus de 50 ans. Sur l'enveloppe, l'écriture tremblée d'un homme. « Pour André, quand il sera prêt. Ton père, 1971. » L'enveloppe contient une lettre, à moitié effacée par le temps. Si tu lis ces lignes, c'est que la maison t'a choisi. J'ai fait ce que je pouvais pour la retenir. Elle ne veut pas qu'on parte. Elle se nourrit de nous, de notre peur. Quand ta mère est morte ici, elle a appris quelque chose d'elle. Ne dors jamais au grenier. Et si un jour tu entends des voix, ne monte pas. Delorme reste pétrifié. Il sait que ce texte n'a aucune valeur judiciaire. Mais psychologiquement, il éclaire tout. André avait grandi dans cette peur transmise de père en fils. Une peur si forte qu'elle avait peut-être détruit le couple. Le capitaine remet la lettre sous scellé et retourne aussitôt au tribunal. À la reprise de l'audience, il présente la découverte au juge, qui accepte de la verser au dossier pour compréhension du contexte psychologique. Le procureur proteste, mais la cour estime que le contenu peut expliquer l'état mental du mari avant sa mort. Quand on lit la lettre à haute voix, Marie-Louise s'effondre, ses mains tremblent, ses yeux se perdent dans le vide. Elle murmure « Il me la lisait parfois, cette lettre. Il disait que la maison respirait, qu'elle nous écoutait. Moi, je voulais partir, vendre, mais il refusait. Il disait que si on la quittait, elle le tuerait. Un juré chuchote, et elle l'a fait. » L'avocate en profite pour humaniser son client. Madame Baca a vécu pendant des années sous la domination d'un homme obsédé, en proie à des hallucinations. Elle n'a pas tué, elle a eu peur. Mais le procureur n'abandonne pas. Il brandit la photo du corps, celle que les jurés avaient déjà vue la veille. André, recroquevillé sous les poutres, les bras serrés autour du torse, comme s'il s'était défendu. Une femme qui a peur ne scelle pas un mur autour d'un cadavre. Elle appelle la police. La salle retient son souffle. Soudain, un gendarme entre précipitamment, glissant une note au juge. Celui-ci fronce les sourcils, lit rapidement, puis lève la tête. « Capitaine Delorme, pouvez-vous venir à la barre ?» Delorme s'avance, visiblement troublé. « La maison vient de s'effondrer, monsieur le président. Une partie du grenier, celle où le corps avait été retrouvé. Un murmure parcourt la salle. Le juge demande des précisions. Le plancher s'est affaissé tout seul, sans intervention. On aurait dit que le bois avait été rongé de l'intérieur. Le mot « rongé » résonne étrangement, rappelant les paroles de la lettre. Elle se nourrit de nous. Le procès prend alors une dimension presque métaphysique. La presse titre déjà « La maison maudite des Baca », tandis que les experts débattent entre rationalité et coïncidence. Le juge, lui, recentre les débats. Il ne s'agit pas de juger une maison, mais une femme. Dans sa dernière prise de parole, Marie-Louise se lève, fragile mais droite. Sa voix, tremblante, s'élève dans la salle. « Ce n'était pas moi. Je ne l'ai pas tué. Il est tombé. Il montait toujours là-haut. Ce jour-là, j'ai entendu un cri. J'ai couru, mais il ne bougeait plus. J'ai eu peur. J'ai pensé qu'on me croirait coupable. Alors j'ai muré le mur. Pas pour cacher un crime, mais pour ne plus voir, pour que la maison se taise. » Elle s'effondre en larmes. Les jurés se retirent pour délibérer. 2 heures plus tard, le verdict tombe. Marie-Louise Baca est reconnue coupable d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre, mais acquittée du chef d'accusation de meurtre. 10 ans de prison, dont 6 avec sursis. Elle a déjà purgé plus de la moitié de sa peine en détention préventive. Le public, partagé entre stupeur et compassion, observe en silence. Tandis qu'on la reconduit, elle se retourne vers le capitaine Delorme et murmure « Dites-leur que la maison n'en a pas fini ». Le soir même, les gendarmes retournent sur les lieux pour sécuriser le site. Mais quelque chose d'étrange se produit. Malgré les gravats et les poutres brisées, on entend encore, distinctement, un bruit sourd, comme un pas, quelque part au-dessus. Le lendemain matin,
la lumière blafarde du jour filtrait à travers les vitres poussiéreuses du grenier. Les planches grinçaient sous les pas des techniciens de la police scientifique, vêtus de combinaisons blanches. L'air y était épais, chargé de l'odeur métallique et froide de la mort. La silhouette du commandant Durand se découpait dans la pénombre, son regard fixé sur la poutre centrale où pendait encore un morceau de corde effiloché. Il ne disait rien. À ses côtés, l'inspectrice Léa Marceau feuilletait les premiers relevés. Température du corps, heure approximative du décès, absence de lutte apparente. Tout indiquait que le corps avait été transporté là, post-mortem. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Les empreintes. Des empreintes nettes, fraîches, sur les marches menant au grenier, mais aucune trace descendante. Comme si la personne qui y était montée n'en était jamais redescendue. En bas, dans la cuisine de la vieille maison, le café brûlait sur le feu. Claire Bacca, la veuve, était assise à la table, les mains jointes, les yeux rouges d'avoir pleuré toute la nuit. Elle répétait les mêmes phrases depuis des heures. « Je ne savais pas. Je ne savais rien. » Face à elle, un gendarme notait chaque mot, chaque tremblement de voix. Son mari, Alain Bacca, avait disparu il y a 2 ans. On l'avait cru parti à l'étranger, fuyant ses dettes. Et maintenant, voilà qu'on retrouvait un corps, dans le grenier même de leur maison. Un corps dont l'état de décomposition ne laissait aucun doute. Il était là depuis longtemps. Léa remonta un instant à la surface, observant la cour par la fenêtre. Un chien aboyait derrière la clôture voisine, les feuilles tourbillonnaient, et au loin, le clocher du village sonnait 10 heures. Tout semblait paisible, trop paisible. Mais derrière chaque façade tranquille, elle le savait, se cache un drame. Elle rejoignit Durand, qui observait toujours la corde. « Commandant, dit-elle doucement, on a identifié la victime. » Il tourna la tête. « Dites-moi. » D'après le médecin légiste, il s'agit bien d'Alain Bacca. L'analyse dentaire correspond. Mais il y a autre chose. Quoi donc ? Il n'est pas mort pendu. La corde, c'est de la mise en scène. Le vrai décès, c'est un traumatisme crânien, un coup violent, porté à l'arrière du crâne. Durand fronça les sourcils. Quelqu'un a voulu faire croire à un suicide. Exactement. Et il a pris soin de cacher le corps ici, juste au-dessus de la tête de sa femme, pendant 2 ans. Un silence lourd s'installa entre eux. On entendait en bas les sanglots de Claire, qui montaient par la trappe ouverte. Durand se gratta la tempe. 2 ans à dormir sous un cadavre, c'est inimaginable. Léa soupira. Ce genre d'affaire, c'est toujours pire qu'on ne pense. Le rapport balistique arriva quelques heures plus tard. Aucune arme, aucune trace de projectile. Mais sur le plancher, sous la couche de poussière, un petit objet métallique attira l'attention d'un technicien. Une clé rouillée, marquée des initiales AB. Elle ne semblait pas appartenir à la maison, peut-être à une voiture, ou à un coffre. Pendant ce temps, au commissariat de Nîmes, l'enquête prenait une tournure étrange. Un appel anonyme, enregistré la veille au soir, venait d'être retrouvé sur le répondeur. Une voix d'homme, rauque, nerveuse. « Ce n'est pas un accident, ce n'est pas Claire. Cherchez du côté de son frère, il sait. » Pas de nom, pas de numéro, mais la voix tremblait, comme celle d'un homme qui a peur pour sa vie. Durand fit venir Claire à nouveau. Elle hésita, puis finit par lâcher. « Mon frère, Éric, il vient rarement. Depuis la disparition d'Alain, il m'aide un peu avec la maison. Mais vous ne pensez pas qu'il... » Le commandant ne répondit pas. Il demanda à perquisitionner la maison d'Éric Martin. L'homme, la cinquantaine, électricien, vivait à quelques kilomètres, dans une ferme isolée. Quand la police arriva, il était déjà debout, les mains noircies de cambouis. Il ne parut pas surpris. « Vous venez pour Alain, dit-il simplement. » Durand hocha la tête. « Vous saviez qu'on l'avait retrouvé. Le village entier le sait maintenant. » Il invita les policiers à entrer. L'endroit sentait l'huile et le bois. Des outils étaient soigneusement accrochés. Un vieux poste de radio diffusait un air de variété. « Vous aviez des problèmes avec votre beau-frère » demanda Léa. « Des problèmes ? Non. Disons qu'on n'avait pas la même idée du respect. Il buvait, il criait, il frappait Claire parfois. J'ai fermé les yeux trop longtemps. Vous saviez qu'il avait disparu ? Disparu ? Oui. Et je n'ai pas cherché à le retenir. » Durand observait chaque geste de l'homme, chaque inflexion de voix. Rien de flagrant. Mais sur une étagère, il remarqua quelque chose. Un vieux coffre métallique, fermé à clé. Ce coffre, là, il contient quoi ? Des papiers, des outils. Vous permettez qu'on jette un œil ? Éric haussa les épaules. Faites donc. La clé du coffre pendait au mur, mais ne correspondait pas. Durand sortit alors la clé trouvée dans le grenier.
Elle entra parfaitement dans la serrure. Le cliquetis résonna dans le silence. À l'intérieur, des enveloppes jaunies, un carnet à spirale et une photographie. Alain Bacca, souriant, un bras autour des épaules d'une jeune femme inconnue. Au dos, une date, 12 juin 2018, et une annotation au stylo rouge, ne jamais oublier. Léa sentit un frisson lui parcourir le dos. C'est qui cette femme ? Éric détourna le regard. Une erreur, répondit-il après un long silence. Une erreur d'Alain. Vous voulez dire une liaison ? Il ne répondit pas. Mais ses poings se serrèrent. Durand comprit. Vous saviez. Oui, dit Éric. Et ce jour-là, tout a basculé. Le commandant échangea un regard avec Léa. Le ton de l'homme n'était plus celui d'un innocent. Continuez, demanda-t-elle doucement. Il voulait quitter Claire. Il disait qu'il en avait marre, qu'il allait vendre la maison. Il riait comme un diable. Alors je suis monté au grenier, j'ai pris la clé à molette et j'ai frappé. Une fois, pas deux. Le silence retomba, glacé. Vous avez caché le corps ? Oui, je voulais que ça disparaisse, que Claire soit enfin tranquille. Mais le remords, lui, ne me quitte jamais. Léa le fixa. Et l'appel anonyme ? Il hocha la tête. C'est moi aussi. J'en pouvais plus de ce silence. Durand prit une longue inspiration. Éric Martin, vous êtes en état d'arrestation pour homicide volontaire. L'homme ne résista pas. En descendant les marches, il murmura seulement « Dites à Claire que je l'aimais, moi, mais à ma façon ». Le soleil se couchait quand ils quittèrent la ferme. Dans la voiture, Léa regardait par la fenêtre, songeuse. « Un homme qui tue par amour », souffla-t-elle. « C'est toujours le même scénario, et pourtant ça me glace à chaque fois. » Durand acquiesça. L'amour, la haine, la jalousie, c'est tout le même poison. La route s'étirait devant eux, déserte. Le vent faisait danser les herbes folles. Et quelque part, au-dessus des collines, le grenier de la maison Bacca restait vide, témoin muet d'un secret trop longtemps gardé. La maison Bacca semblait plus calme depuis l'arrestation d'Éric Martin. Les rubans de la police flottaient encore au vent, découpant la façade en fragments jaunes et noirs. Claire, recroquevillée sur le canapé, fixait sans le voir le feu qui mourait dans la cheminée. Le crépitement du bois rythmait le silence. 2 jours s'étaient écoulés depuis les aveux de son frère, et pourtant, elle n'arrivait toujours pas à comprendre. Éric, son frère, son protecteur, le seul qui lui avait tendu la main après tant d'années de coups et d'humiliations. Était-ce vraiment lui, ou simplement un homme qui avait fini par porter le fardeau d'une violence qu'il n'avait pas commise ? Léa Marceau, elle, n'était pas convaincue. L'aveu d'Éric était clair, précis, mais trop parfait. Chaque détail semblait calibré pour clore l'enquête. Or, dans les affaires de meurtre, les choses nettes cachent souvent les plus grandes zones d'ombre. Elle passa en revue le dossier, étalé sur la table du commissariat. Photos du grenier, relevés d'empreintes, témoignages du voisinage. Une anomalie sautait aux yeux. Sur la corde trouvée au-dessus du corps, une empreinte partielle appartenait à Claire. Durand entra sans frapper. « Tu fais encore des heures supplémentaires, Marceau ?»« J'aime comprendre avant de dormir », répondit-elle sans lever la tête. Il s'approcha, jeta un œil au dossier. « Tu crois qu'il ment, le frère ?»« Pas entièrement, mais quelque chose sonne faux. Regarde, la corde a été attachée après le coup. Jusque-là, d'accord. Mais sur la corde, il y a 2 ADN, celui d'Éric et celui de Claire. Peut-être qu'elle a touché la corde sans faire exprès. Peut-être, ou peut-être pas. » Durand se laissa tomber sur une chaise, les bras croisés. « Tu veux encore rouvrir un dossier qu'on vient à peine de refermer ? Je veux juste être sûr. Si Éric a menti pour la protéger, alors elle vit avec un mensonge qui la dévore. » Il soupira. « Très bien. Reprenons depuis le début. » Ils décidèrent de retourner sur les lieux, cette fois à la tombée de la nuit. La maison, sous le ciel mauve, paraissait presque irréelle. Une brume s'élevait du jardin, enveloppant les murs comme une peau froide. Léa entra la première. Chaque pièce sentait le bois ancien et la solitude. Au grenier, la lampe torche balayait les poutres, révélant des éclats de peinture, des toiles d'araignée et une trace sombre sur le plancher, là où le corps avait reposé. Elle s'accroupit. À cet endroit précis, les lattes étaient légèrement gondolées, comme si quelqu'un les avait replacées après les avoir soulevées. « Commandant, venez voir ça. » Durand s'approcha, s'accroupit à son tour. « Tu penses qu'il y a quelque chose dessous ? Je parie mon salaire que oui. » Elle sortit un tournevis de sa poche, fit levier. Les planches se soulevèrent en temps gémissant. En dessous, enveloppé dans un vieux tissu, se trouvait un petit coffret en bois.
Léa le prit délicatement, souffla la poussière, puis l'ouvrit. À l'intérieur, un collier en argent, un briquet gravé aux initiales AB et un carnet à la couverture rouge. Elle l'ouvrit. Les premières pages étaient couvertes d'une écriture nerveuse, presque rageuse. C'était un journal. Celui d'Alain Bacca. Durand se pencha. « Qu'est-ce que ça dit ?» Léa lut à voix basse. « Claire ne me regarde plus. Elle a peur de moi. Éric me provoque. Je crois qu'il veut que je parte. Hier, il m'a menacé. S'il m'arrive quelque chose, ce sera lui. Et est-ce qu'il quand ça ?» Ils échangèrent un regard. « Ça ne prouve rien, dit Durand. Attendez, il y a d'autres pages. » Elle tourna plusieurs feuillets. « J'ai découvert qu'elle voyait quelqu'un. Ce n'est pas Éric. Non. C'est un autre. Un type du village. Elle dit qu'il est doux, qu'il la comprend. J'ai voulu la suivre. » Léa releva la tête, interdite. « Un autre ? On n'a jamais parlé d'un autre homme. » Durand prit une longue inspiration. « S'il dit vrai, alors on a peut-être arrêté le mauvais coupable. » Ils décidèrent de convoquer Claire une nouvelle fois. Quand elle entra au commissariat, ses traits étaient tirés, sa voix brisée. Elle semblait à bout. Léa posa doucement le carnet sur la table. « Vous reconnaissez ceci ?» Claire pâlit. « Où avez-vous trouvé ça ?»« Dans le grenier, sous les planches. » Elle détourna le regard. « Je ne savais pas qu'il avait écrit quelque chose. Il y parle de vous. Et d'un homme. Un autre. » Elle ferma les yeux, les larmes aux cils. Ce n'était rien. Juste quelqu'un qui m'écoutait. Quelqu'un du village ? Oui. Un voisin. Il s'appelait Julien. Durand consulta ses notes. Julien. Quel nom ? Julien Ray. Il habitait à 3 rues d'ici. Il est parti peu après la disparition d'Alain. Léa sentit son cœur battre plus vite. Vous savez où il est maintenant ? Non. Il a disparu du jour au lendemain. Durand frappa du poing sur la table. Et personne n'a jugé bon de nous le dire. J'avais honte, murmura-t-elle. Alain était violent. J'avais juste besoin de respirer. Léa posa sa main sur celle de Claire. Et la nuit où Alain est mort, vous étiez où ? Un long silence suivit. Puis, d'une voix tremblante, dans le grenier. Avec lui. Il criait. Il disait qu'il allait tout détruire, tout vendre. J'ai voulu partir. Il m'a attrapé. Et puis, il est tombé. Durand fronça les sourcils. Tombé ? Oui. Il a glissé. Sa tête a heurté la poutre. Il ne bougeait plus. Alors pourquoi avoir caché le corps ? Parce qu'Éric est arrivé. Il a vu. Il a compris. Il m'a dit qu'il s'en chargerait. Que je ne devais plus jamais en parler. Un frisson parcourut la pièce. L'aveu changeait tout. Éric n'était pas un meurtrier. Il avait couvert sa sœur. Un accident, ou peut-être pas tout à fait. Léa se leva, fit quelques pas. Et Julien ? Il n'a rien à voir là-dedans. Mais son ton n'était pas convaincant. Durand attrapa le dossier. On va le retrouver, ce Julien Ray. Et s'il est encore en vie, il aura des comptes à rendre. Léa, elle, restait songeuse. La vérité, désormais, n'avait plus de contour net. Était-ce vraiment un accident ou une vengeance dissimulée sous les voiles du désespoir ? Dehors, la pluie se mit à tomber, fine et régulière. Elle battait contre les vitres du commissariat comme un métronome, comptant les secondes avant que le passé ne refasse surface. La pluie s'était transformée en une bruine épaisse qui engluait tout le village dans un silence pesant. Les rues de Nîmes semblaient vides, comme si la nuit avait avalé le monde. Léa Marceau avançait lentement le long de la départementale, son regard fixé sur la carte qu'elle tenait à la main. Selon les archives, un certain Julien Ray avait quitté la région en 2019, quelques jours après la disparition d'Alain Bacca. Destination inconnue, mais un virement bancaire repéré sur un vieux compte venait de rouvrir la piste. Un retrait effectué la semaine dernière à Arles. Durand conduisait, silencieux. Le bruit régulier des essuie-glaces ponctuait leurs pensées. « Tu crois vraiment qu'il est encore dans le coin ?» demanda-t-il. « Personne ne disparaît vraiment, » répondit Léa. « Pas quand il a quelque chose à cacher. » Ils arrivèrent devant un petit immeuble en bordure du Rhône. Une façade décrépite, des rideaux tirés, une boîte aux lettres sans nom. Le concierge, un vieil homme édenté, leur confirma. « Oui, il y a bien un Julien, là-haut, appartement 3B. Discret celui-là, jamais d'amis, jamais de bruit. » Durand fit signe à Léa de le suivre. 3 étages plus haut, ils frappèrent à la porte. Pas de réponse. Une deuxième fois, plus fort. Toujours rien. Alors, Durand dégaina sa carte. « Police nationale, ouvrez, monsieur Ray. » Un long silence, puis un cliquetis. La porte s'ouvrit lentement.
un homme apparut, la quarantaine, visage creusé, barbe de plusieurs jours, yeux sombres. « Qu'est-ce que vous me voulez ?» « C'est à propos d'Alain Bacca, dit Léa. Vous le connaissiez bien, n'est-ce pas ?» Julien Ray pâlit. Son regard se fixa sur elle. « Il est mort, je l'ai appris. » « Et vous êtes parti juste après sa disparition. Coïncidence ? » « Je n'ai rien à voir avec ça, » murmura-t-il. Durand entra sans attendre la permission. L'appartement sentait le renfermer. Sur la table, des coupures de journaux étalés, cadavres découverts dans un grenier, affaire Bacca. Léa s'approcha lentement. « Vous suiviez l'enquête ? On suit toujours les fantômes, » répondit-il dans un souffle. Elle le fixa droit dans les yeux. « Dites-moi la vérité, Julien. Quelle était votre relation avec Claire Bacca ?» Il détourna le regard. « Je l'aimais, et elle avait peur. Peur de lui. » Et le soir du drame, il resta muet. Durand haussa la voix. « Vous étiez là, n'est-ce pas ?» Julien serra les poings. « Non, enfin, pas à ce moment-là. Je devais la retrouver. Elle m'a appelé, paniqué. Mais quand je suis arrivé, il était déjà trop tard. Alain gisait sur le sol. Elle pleurait, elle disait qu'il s'était cogné. J'ai voulu appeler la police, mais elle m'a supplié de ne pas le faire. Elle disait que personne ne la croirait. Alors je suis parti. » Léa sentit une tension dans sa poitrine. « Vous n'avez rien dit pendant 2 ans ? J'ai essayé d'oublier. J'ai fui. Mais on ne fuit jamais assez loin. » Durand prit des notes. « Vous confirmez donc qu'il s'agissait d'un accident ?» Julien hésita. « Oui, enfin, c'est ce qu'elle m'a dit. »« Et vous, qu'avez-vous vu ?» Il ferma les yeux. « Je l'ai vue debout, la corde à la main. Elle tremblait. Et puis, elle a murmuré quelque chose que je n'ai jamais oublié. »« Quoi donc ?» demanda Léa. « Il ne criera plus jamais. » Un silence lourd s'installa. Léa sentit un frisson courir le long de sa nuque. Ce n'était pas la phrase d'une femme sous le choc. C'était celle d'une femme qui venait d'éteindre la peur. « Vous comprenez ce que vous venez de dire ?» fit Durand. « Oui, et je ne sais plus ce qui est vrai. Peut-être qu'elle l'a poussé. Peut-être qu'elle l'a voulu. Et vous, pourquoi ne pas avoir parlé ? Parce que je l'aimais, et que je croyais la protéger. » Ils quittèrent l'appartement 1 heure plus tard, laissant Julien Ray seul avec ses remords. Dans la voiture, Durand brisa le silence. « Alors, accident, meurtre ou vengeance ? » Les 3 à la fois, peut-être. « Tu veux rouvrir le dossier, je parie ? » « Oui, parce que Claire n'a jamais dit toute la vérité. Et maintenant, je veux savoir pourquoi. » 2 jours plus tard, Claire fut convoquée à nouveau. Cette fois, elle entra au poste vêtue de noir, les cheveux tirés, les traits marqués par la fatigue. Léa la reçut seule, dans une salle d'interrogatoire plongée dans la lumière grise du matin. « Julien Ray est revenu, » dit-elle calmement, un léger tressaillement sur le visage de Claire. « Vous l'avez retrouvé ? Oui, et il a beaucoup parlé. Il n'a rien à dire. Il dit que vous l'avez appelé, le soir du drame, que vous étiez paniqué, et qu'il vous a vu avec la corde. » Claire se figea, le regard perdu. « Il n'aurait jamais dû revenir. »« Donc c'est vrai ? Vous l'avez tué ? » ?»« Non !» cria-t-elle. « Non, je ne voulais pas. Il m'a poussé à bout. Il me frappait. Il m'humiliait. Ce soir-là, j'ai juste voulu qu'il parte, qu'il me laisse respirer. Il m'a saisi par les cheveux. Il m'a traité de... » Sa voix se brisa. « Et alors ? J'ai poussé. Il est tombé. Le bruit, ce bruit, je l'entends encore. » Léa ne répondit pas. Elle la regarda s'effondrer, secouée de sanglots. « Éric a voulu me protéger, » dit-elle dans un souffle. « Il a caché le corps. Il a menti pour moi. Il a tout porté. » « Et Julien ? » ?»« Julien, il m'a promis de ne rien dire, parce qu'il m'aimait, lui aussi. Vous voyez, madame l'inspectrice, tout le monde m'aimait trop tard. » Durand entra à ce moment-là, déposa un dossier sur la table. « Claire Bacca, vous êtes placée en garde à vue pour homicide involontaire. » Elle hocha la tête, résignée. « Je sais, c'est peut-être enfin le moment d'arrêter de mentir. » Le soir, en quittant le poste, Léa s'arrêta sur le perron. Le ciel s'était éclairci. Une lune pâle baignait les pavés d'une lueur presque douce. Elle pensa à cette maison, à ce grenier, à ce silence de 2 ans, tout ce qui y était caché, tout ce qui y avait pourri, dans la peur et le mensonge. Durand la rejoignit. « Tu sembles ailleurs. Je me dis que parfois, le mal ne se cache pas dans la haine, mais dans l'amour mal vécu. Et tu crois qu'on en sort ?» Elle haussa les épaules. « On s'en sort toujours, mais jamais indemne.
Un coup de vent passa, emportant une feuille détrempée qui se colla contre le pare-brise de leur voiture. Dessus, on pouvait encore lire quelques mots effacés d'un vieux article de presse. La vérité finit toujours par remonter à la surface. E dimineață în fierbinți, dar lumina soarelui pare să bată altfel. Poate pentru că, în capetele locuitorilor, Caraibele deja există. Nu mai sunt doar un vis, o metaforă. Nu, acum sunt o promisiune. Una pe care Bobiță, Dorel, Celentano și Gianni o tratează cu o seriozitate comică, aproape religioasă. În mintea lor, nimic nu e imposibil, nici măcar o plajă cu palmieri în mijlocul câmpiei românești. Scena se deschide în birt. Bobiță, cu o hartă veche întinsă pe teșghea, explică cu gesturi largi. Uite, bă, aici facem reciful, cu nisip adus din Buzău și palmieri din Dedeman. Simplu, odată să ne meargă și nouă o afacere ca lumea. Dorel îl privește cu o încredere copilărească. Da, apa, Bobiță, că recif fără apă e ca o ciorbă fără zeamă. Replica declanșează un hohot general. Gianni, cu aer de expert, intervine. Apa, nu-i problemă, punem un furtun mare de la canal și îl tragem până în baltă. O să fie ceva exotic, să vezi. Această scenă, absurdă, dar delicioasă, definește perfect ceea ce Las Fierbinți știe să facă mai bine ca oricine, să transforme prostia în poezie, iar visul mic, rural, într-un comentariu social uriaș. Sub umorul de suprafață, episodul vorbește despre nevoia de evadare a omului simplu, despre fantezia colectivă ca formă de supraviețuire într-o realitate cenușie, fantezia ca mecanism de rezistență. În spatele glumelor și al improvizațiilor de birt se ascunde o temă profund românească, aceea a visului imposibil. Fierbințenii nu vor doar o vacanță în Caraibe, ei vor o scăpare din viața lor fără perspectivă. Fiecare personaj proiectează pe plaja imaginară propriul refugiu. Bobiță visează la bani și succes, dar ceea ce caută în realitate este validare. Dorel visează la o lume unde nimeni nu-l consideră prost. Celentano își imaginează o libertate fără reguli, unde beția e o formă de filozofie. Gianni visează ca un copil la o glorie instantanee, fără muncă și fără consecințe. În această ecuație, Caraibele devin simbolul suprem al unei utopii românești, un loc unde totul se rezolvă cu o combinație și un pahar de bere. Scena cu băltoaca albastră. Un moment antologic al episodului îl constituie tentativa de a crea Marea Caraibilor, chiar în mijlocul satului. Bobiță aduce o folie albastră, o roabă de nisip și un difuzor din care răsună valuri artificiale. Satul se strânge în jurul bălții improvizate, iar Celentano, cu o halbă în mână, proclamă solemn: declar deschise Caraibele de la Fierbinți. Intrarea liberă, dar ieșirea se plătește cu o bere. Publicul râde, dar scena are o frumusețe tristă. Sub caricatura ei, regizorul Dan Chișu, sau în alte episoade Dragoș Buliga, surprinde perfect contrastul dintre ambiție și realitate. E un tablou despre iluziile care se sparg repede, dar care, paradoxal, sunt singurele care țin lumea asta în picioare. Satul ca microcosmos al lumii moderne. Dacă privim atent, Las Fierbinți este mai mult decât o comedie rurală. Este un studiu despre mentalitatea colectivă. Caraibe, partea ei, arată cum un sat întreg poate funcționa ca o societate în miniatură, cu toate contradicțiile ei, dorință de modernitate, frică de schimbare, ironie față de succesul altuia. Când Bobiță încearcă să-și extindă afacerea cu pachete turistice all-inclusiv la Fierbinți, primarul Vasile simte imediat o amenințare politică. Bobiță, nu uita, dacă lumea pleacă în Caraibe, cine mai vine la vot? E un moment în care comedia se învârte subtil spre satiră politică. Într-un fel, episodul devine un comentariu despre cum orice inițiativă, oricât de absurdă, e privită prin lentila puterii. Eroii de carton și esența lor umană. Unul dintre marile merite ale serialului este că nu judecă niciodată personajele. Le lasă să fie ridicole, dar niciodată inumane. În această parte, Bobiță e un mic Don Quixote. Dorel e un Sancho Panza care nu înțelege lupta, iar Gianni, un fel de Sancho, fără măsură. Ei trăiesc într-o lume unde orice vis se reduce la o șmecherie, dar în ochii lor e o candoare autentică. Tocmai de aceea publicul îi iubește. Fiecare privitor vede în ei ceva din sine, prostia, speranța, dorința de mai bine, dar și resemnarea, muzica și ritmul narrativ. Un alt element subtil al episodului este coloana sonoră. Muzica folclorică se împletește cu ritmuri tropicale falsate, o parodie sonoră a visului caraibian. Când Celentano dansează pe un ritm de salsa, ținând în mână o sticlă de bere și un colac de înot, scena devine un amestec între grotesc și tandrețe. E o imagine tipică pentru Las Fierbinți, o lume care visează în culori stridente, dar trăiește în gri. Concluzie intermediară, iluzia ca mod de viață. Caraibe, partea ei, până la această etapă a poveștii, funcționează ca o oglindă a României moderne.
satul Fierbinți, cu toată ironia și prostia lui, devine un teritoriu al speranței. Chiar dacă plaja lor e o băltoacă și valurile vin dintr-un difuzor, oamenii aceia râd, trăiesc, visează. Și poate tocmai asta e lecția pe care episodul o oferă spectatorului, că visul, oricât de absurd, valorează mai mult decât realitatea crudă. Iar râsul, chiar și prin lacrimi, e singura formă de libertate autentică pe care o mai avem. În Fierbinți, visul a prins contur, cel puțin în aparență. În curtea birtului lui Bobiță s-a construit ceea ce localnicii numesc deja resortul Caraibe. Un bazin de plastic, câteva umbreluțe de soare din stuf, un afiș scris cu Cariocas cocktailuri în vacanță la noi și o boxă care difuzează neîncetat un amestec de manele și muzică latino. Totul e improvizat, dar în sufletele lor e paradis. Scena se deschide cu un cadru larg, lumina verii se reflectă pe folia albastră, iar Dorel, în pantaloni scurți și ochelari de soare, stă pe un scaun de plastic cu o mândrie de împărat. Bobiță, n-ai cum jur, arată ca în filme. Dacă pui un delfin gonflabil, zici că e Miami. Bobiță zâmbește cu satisfacția unui om care și-a văzut visul prins în plastic și banda adezivă. Vezi, mă, că se poate? Totul e să vrei. Românul, dacă vrea, face Caraibe și în șanț. Această replică, spusă într-un ton comic, are o putere simbolică enormă. Într-o lume în care totul e lipsit de resurse, oamenii din Fierbinți creează din nimic o lume paralelă. Umorul devine o formă de rezistență culturală, iar prostia o expresie sinceră a speranței. Scena cu inaugurarea oficială. Primarul Vasile apare îmbrăcat într-o cămașă tropicală și papuci. Își aranjează ochelarii pe nas și declară solemn: se deschide oficial prima destinație exotică din județul nostru, Caraibele de Fierbinți, cu sprijinul primăriei și al inițiativei private. Toată lumea aplaudă, iar Celentano, deja amețit de la romul autentic, adică vodcă cu aromă de cocos, strigă din mijlocul mulțimii: să trăiască economia de piață și marea noastră liberă. E o parodie perfectă a mentalității colective, unde fiecare crede în iluzia comună atâta timp cât există muzică și băutură. Scena are ceva de carnaval popular, o bucurie haotică și autentică, filmată cu un ton ironic, dar niciodată disprețuitor. Când visul se transformă în haos, după euforia inițială, încep inevitabil problemele. Apa din bazin se murdărește, pompa improvizată se strică, iar Dorel încearcă să o repare cu o cheie franceză și un plasture. Cred că s-a blocat ceva la țeavă, Bobiță, sau poate curge înapoi spre canal. În spatele scenei, un grup de localnici stau la coadă la cocktailuri exotice, adică suc de portocale cu bere. Un bătrân întreabă: auzi, maică, dar apa asta e clorinată? Gianni răspunde serios: e mai bună, e din fântână, naturală 100%. Într-o altă secvență, un copil se aruncă în piscină și o găleată întreagă de apă sare afară. În câteva minute, bazinul se golește pe jumătate. Bobiță privește scena cu o expresie tragicomică. Așa e la început, orice afacere are pierderi. Această cădere lentă a visului e tratată cu o finețe comică rară. Râzi, dar în același timp simți tristețea din spatele glumei. Fierbințenii au vrut să imite lumea mare, dar lumea lor mică nu are infrastructură pentru iluzii. Momentul de reflexie, monologul lui Celentano. Spre seară, după ce toată lumea pleacă, Celentano rămâne singur pe marginea mării. Ține o halbă în mână și privește cerul roșiatic. Mă, Bobiță, știi care-i faza? Noi nu suntem proști, noi doar vrem să trăim frumos, dar uite, ne lipsește ceva. Nu bani, că și dacă i-am avea, tot n-am ști ce să facem cu ei. Ne lipsește norocul, ăla care vine fără să-l aștepți. Replica asta, rostită cu o sinceritate brutală de actorul Adrian Văncică, e una dintre cele mai bune din episod. Dincolo de comedie, serialul oferă un moment de melancolie aproape poetică. Celentano devine un filosof beat, un gânditor al deznădejdii rurale. Simbolismul apei care se scurge. Într-un plan secvență superb, camera rămâne fixată pe bazinul care se golește lent. Apa curge pe pământul crăpat, iar muzica tropicală se estompează. E un moment aproape cinematografic, care depășește genul comediei. Apa devine aici simbolul visului care se evaporă în realitate. Ceea ce fusese paradis se transformă într-o băltoacă noroioasă. Dar în ciuda prăbușirii, oamenii din Fierbinți nu renunță. Bobiță, într-un gest tipic pentru el, spune: lăsați, că mâine facem alta mai mare, cu valuri automate. Această resemnare veselă e esența spiritului românesc. Niciodată complet înfrânt, dar niciodată cu adevărat câștigător. Comparație și context cultural. Dacă ne uităm la alte seriale de comedie cu tentă socială, cum ar fi The Office sau Little Britain, observăm că Las Fierbinți are un specific unic. Nu ironizează prostia, ci o umanizează. Caraibe, partea I, funcționează ca o alegorie despre identitatea românească, o lume care visează mai mult decât poate duce, dar care refuză să înceteze să viseze.
Fierbințenii nu râd de ei înșiși pentru că sunt conștienți de absurditate, ci pentru că altfel n-ar putea trăi. Aceasta e frumusețea profundă a serialului. Ne face să râdem nu de ceilalți, ci de propria noastră nevoie de speranță. Concluzie. Un paradis de plastic cu suflet adevărat? Caraibe, partea AI, ajunge aici la un apogeu comic și emoțional. Totul se prăbușește, dar din ruinele acelui bazin improvizat se naște ceva mai valoros. Solidaritatea. În finalul episodului, Dorel, Gianni și Bobiță strâng apa cu găleata, râzând și tachinându-se. Vezi, bă, până la urmă, am făcut mare, doar că s-a dus la vale. E o replică simplă, dar perfectă. Un rezumat al întregii filozofii din Las Fierbinți, că viața e o combinație între dezastru și bucurie și că visul, oricât de absurd, merită trăit. Soarele apune peste Fierbinți. În curtea lui Bobiță, locul care ieri părea un colț de tropice, acum arată ca un câmp devastat după furtună. Bazinul e prăbușit, umbreluțele de stuf s-au înclinat, iar sticlele de rom golite sclipesc printre firele de iarbă. Cu toate acestea, în aer plutește o liniște ciudată, aproape senină, o pace care vine doar după ce s-a risipit iluzia. Scena se deschide cu Celentano dormind pe un șezlong rupt cu o pălărie de paie peste față. Pe fundal, o muzică melancolică în surdină, poate o chitară care plânge, acompaniază apusul. Dorel trece cu o găleată în mână, privindu-l și zicând în șoaptă: așa-i la mare, când se termină sezonul, rămân doar scoicile goale. E o metaforă involuntară, dar puternică. În simplitatea ei, ea definește întreaga poveste. Visul oamenilor din Fierbinți s-a consumat, dar urmele lui rămân. Bobiță și visul care nu moare. Bobiță apare cu un caiet gros, stând la o masă improvizată, notând ceva cu seriozitate. Dorel, curios, îl întreabă: ce faci acolo, mă, Bobiță? Scrii testamentul Caraibelor? Nu, mă, planul de dezvoltare. Partea a doua, Caraibe de lux, cu tobogan, minibar și piscină dublă. Dar n-ai zis că ți s-a spart bazinul? S-a spart, dar asta înseamnă că e loc de mai bine. Orice afacere mare a început cu un eșec mic. Replica e rostită cu seriozitate comică, dar în spatele ei se simte o forță reală. Bobiță e un Don Quixote rural, un visător care refuză să accepte limitele realității. Las Fierbinți reușește să-l transforme într-un simbol al speranței naive, acel tip de optimism care face parte din ADN-ul românesc. Reuniunea de seară. Seara. La Birt, toți se adună pentru închiderea oficială a sezonului estival. Bobiță, Dorel, Gianni, Celentano, Robi și Vasile ridică paharele de plastic. Pentru prima și ultima zi de vacanță la noi, strigă Gianni. Și pentru următoarea, că o facem mai tare, adaugă Bobiță. Râsetele izbucnesc, iar camera îi prinde într-un cadru strâns, cu lumina galbenă a becului tremurând. Deși totul e derizoriu, băutura, locul, visul, momentul are o emoție autentică. E clipa aceea rară când un grup de oameni simpli, în ciuda eșecurilor, simt că aparțin aceleiași povești. Această scenă de convivialitate are un rol crucial. Ea închide arcada narrativă a episodului, dar și deschide un sens nou. Pentru ei, eșecul nu e finalul, ci doar o pauză între două încercări. Într-un fel, Las Fierbinți vorbește despre supraviețuirea prin comunitate, râsul ca scut împotriva absurdului. Momentul poetic al lui Celentano. După ce toți pleacă, Celentano rămâne afară, privește stelele și murmura: mă, dacă stai să te gândești, noi n-avem mare, dar avem cer. Și cerul e mai mare decât marea, doar că nu știe nimeni să-l înnoate. Această frază, rostită într-un amestec de alcool și poezie, e poate cea mai frumoasă definiție a visului românesc. O dorință infinită de altceva, exprimată printr-un umor resemnat. Actorul joacă această secvență cu o naturalețe dezarmantă, o tăcere scurtă, o privire pierdută, un zâmbet amar. Aici, regizorul joacă pe două registre simultan, comedie și lirism. Râsul și melancolia coexistă, iar acest amestec este exact ceea ce face din Las Fierbinți o operă culturală, nu doar un serial de divertisment. Paralela socială, micile utopii românești. Caraibe, partea C, devine o oglindă a societății românești contemporane. În fiecare sat există un Bobiță care visează la un resort, un Gianni care crede că poate deveni influencer, un Celentano care filozofează din neputință. Acești oameni nu sunt caricaturi, sunt fragmente dintr-o realitate care refuză să moară. Visul lor de a transforma o curte de Birt într-un colț de tropice nu e doar o glumă, ci un manifest inconștient împotriva marginalizării. Ei nu au marea? Atunci o inventează. Nu au bani? Creează iluzia. Nu au noroc? Râd de ghinion. Într-un mod subtil, episodul ridiculizează și admira în același timp această formă de improvizație existențială. E o critică tandră, nu o satiră mușcătoare. Estetica ruinelor vesele. Când camera revine în zorii zilei următoare, vedem curtea goală.
Pământul e ud, frunzele căzute și un rest de muzică se mai aude de pe o boxă uitată. Dar imaginea nu e tristă, e poetică. Ruina devine frumoasă prin amintirea râsului. Regizorul folosește cadre lungi și tăcute, lăsând spectatorul să respire. Nimeni nu vorbește, dar se simte totul. Oboseală, tandrețea, absurdul, speranța. Este momentul în care comedia se transformă în artă pură, acolo unde nu mai râzi, ci doar zâmbești cu melancolie. Ultima replică și promisiunea. În final, Bobiță închide poarta birtului și spune încet, aproape pentru el: gata, bă, s-a terminat vara, dar las că vine alta. E o frază simplă, dar care rezumă tot episodul. Vara se termină, dar visul nu. În Fierbinți, totul se prăbușește doar ca să poată fi reconstruit a doua zi, puțin mai prost, dar cu aceeași pasiune. Camera se ridică încet, arătând satul adormit, iar deasupra pe cer, un nor roz seamănă vag cu o palmă de cocotier. Muzica revine, un ritm tropical fals, dar vesel, și filmul se închide cu un râs. Reflecție finală. Caraibe, partea ei, nu e doar o comedie rurală, ci o alegorie despre cum românii transformă lipsa în spectacol și tristețea în glumă. Dincolo de poante, există o durere adâncă, dar asumată. Fierbințenii sunt ca niște copii care construiesc castele de nisip în noroi. Știu că valul le va distruge, dar o fac oricum. Într-o lume unde iluziile sunt moneda de schimb, Las Fierbinți oferă cea mai onestă formă de rezistență: râsul. Și poate că adevăratele Caraibe nu sunt în ocean, ci în fiecare colț de sat unde cineva mai crede că mâine va fi mai bine, chiar dacă știe că nu va fi.